On peut peut-être commencer. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être aujourd'hui présents pour notre webinaire intitulé Les enjeux clés de la matière dans l'économie circulaire. On va explorer quelques cas concrets. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Alexandre Fernbach, directeur France Circle, et de Charles-Xavier Sauquel, expert en économie circulaire et directeur conseil aussi chez Circle. Et puis moi-même qui vous accueille aujourd'hui. Bonjour à tous, Julie Gauthier. Je suis responsable marketing chez Circle. Et je laisse tout de suite la parole à Alexandre pour cette petite présentation. Je voulais juste vous préciser que vous pouvez poser toutes vos questions, soit par l'option anonyme questions-réponses, soit via le chat. Nous y répondrons, on prendra environ 15 minutes pour répondre à toutes vos questions à la fin de ce webinaire. N'hésitez pas à les poser au fur et à mesure, je vais les récolter et si je peux y répondre, je y répondrai tout de suite, sinon ce sera en fin de ce webinaire. Merci beaucoup et puis tout de suite la parole à Alexandre. Bonjour à tous, donc merci Julie pour ton travail de facilitation et bonjour à tous qui nous avez rejoints pour ce webinaire. Alors mon travail va être assez simple, hein, ça va être de préparer la présentation de Charles-Xavier, de l'introduire, introduire les sujets, mais j'en profite simplement pour présenter un peu ce que l'on fait chez Circle. Alors, pour faire très simple, Circle, on existe depuis 3 ans, on est originaire d'Europe centrale, de Tchéquie, on se développe maintenant partout en Europe. On est un accélérateur d'économie circulaire et plus particulièrement sur la thématique déchets, matières recyclées. Notre objectif est un peu de lever un peu tous les freins qu'aujourd'hui on peut observer en Europe sur la question de la recyclabilité de la matière. Et on essaye d'optimiser comme ça les échanges de matière entre les différents acteurs économiques, à la fois à l'échelle très locale et puis un peu plus international dans le sens dans les transferts de matière transfrontalière. Aujourd'hui, on traite la problématique à l'échelle européenne, même si notre ambition à terme est de doubler le taux de circularité de la matière à l'échelle mondiale. Donc en fait, on prend toujours la problématique à l'échelle mondiale chez Circle, mais on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de potentiel et encore beaucoup à faire en Europe. Et c'est un sujet que Charles Xavier présentera également. Ce que je peux vous dire, c'est que notre ambition, donc on veut doubler le taux de circularité de la matière, et on le fait de 2 manières. D'un côté, on a une marketplace qu'on ne présentera pas en profondeur aujourd'hui, en détail aujourd'hui, pardon, mais le but voilà, est d'expliquer ce qu'elle fait quand même, c'est-à-dire qu'on a un outil aujourd'hui qui est un facilitateur de mise en relation entre acteurs, entre ceux qui ont de la matière, du déchet, des surplus et ceux qui en ont besoin. Donc, on va retrouver sur cette marketplace à la fois des metteurs sur le marché de déchets, des recycleurs, des collecteurs, mais aussi des brokers, des traders et des acheteurs de matières premières secondaires. Donc, tout ce beau monde se retrouve sur un seul et même endroit pour faciliter les échanges. Et de l'autre côté, on a quand même besoin de solutions d'accompagnement, parce que vous le verrez, l'économie circulaire reste encore un sujet nouveau qui nécessite transition, mais aussi, je pense que je vois un peu parmi les personnes qui sont présentées, des gens aussi qui ont l'habitude de travailler le sujet, encore un sujet nouveau qui nécessite des test and fails. Donc, on a quand même besoin de structurer, de dupliquer au maximum les bonnes pratiques, et c'est un peu le travail que l'on essaie de réaliser à côté. Alors, aujourd'hui, on est présent dans 12 pays d'Europe, on est bientôt 70, mais en France, nous sommes 4. Donc, en effet, nous sommes avec Julie, sans qui vous n'auriez peut-être pas entendu parler de ce webinaire et de Circle, mais nous avons aussi Marion Chénaud, qui travaille chez nous à mettre en relation les différents acteurs sur la marketplace, qui est un outil qu'on met à disposition gratuitement à destination donc des industriels, donc c'est une marketplace B2B. Et puis Charles Xavier, à qui je vais redonner la parole, qui a, je vais juste me permettre de préciser que voilà, des profils comme Charles Xavier, par exemple Marion, qui ont des profils d'ingénieurs, c'est un peu le profil type, les différentes compétences que l'on apporte dans les solutions d'accompagnement. Donc voilà, on va avoir des ingénieurs process, des ingénieurs matériaux, des doctorants sur la question de la matière, mais aussi des ACV. Donc tout ce beau monde, là aussi, toute cette matière grise est à disposition
et des metteurs sur le marché, mais aussi, on se rend compte de plus en plus, des collecteurs, des recycleurs qui cherchent à optimiser les flux de matière, à augmenter leur, leur efficacité, et on est là pour les accompagner. Donc Charles-Xavier, je te Oui, redonne la parole pour un peu parler des différents enjeux qu'on a pu rencontrer, mais aussi présenter quelques éléments de contexte. oui, ben, merci beaucoup Alexandre. Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui de présenter cette présentation sur les enjeux que je vais essayer de rendre le plus intéressant possible. Aujourd'hui, en fait, on va parler des enjeux circulaires en parlant du modèle en tant que tel, où on en est en fait dans cette circularité, voir les différents concepts qui ont fait ce qu'est l'économie circulaire aujourd'hui, voir l'évolution qu'il y a eu en fait depuis des années sur la base bien sûr de projets et d'articles scientifiques. Ensuite, voir si ces concepts-là sont applicables à l'Europe, en tout cas sur une grille de lecture qui va être plus sur les questions de la densité de l'industrie en Europe. Et enfin, voir en fait les différents facteurs de succès d'un projet, d'économie circulaire. Pour commencer, en fait, j'aime bien introduire ce sujet-là sur en fait mon quotidien qui était il y a 7 ans, quand j'étais en fait à New Delhi en tant qu'inspecteur qualité. Je passais tous les jours en fait dans cette rue qui donnait sur une montagne qui n'était pas une montagne après qu'un taxi m'expliquait que c'était en fait la décharge, une décharge qui est l'une des plus grandes d'Inde, qui dépasse en fait la hauteur du Taj Mahal cette année. Et il faut savoir que cette décharge-là ne cesse de grandir au fur et à mesure des années, qu'il y a des incendies qui sont fréquents, qui touchent donc du coup la qualité de l'air, qui, enfin bref, est un problème en tant que tel. Alors, est-ce que notre système est circulaire? On va dire que cette décharge est vraiment la représentation même pour moi de cette question-là. Désolé pour les publicités qui apparaissent. Et en soi, en fait, c'est à tous les niveaux. Bon, je sens qu'ici, il y a plusieurs experts des personnes en tout cas, qui sont qui sont bien sensibilisées à l'économie circulaire. Mais ici, en fait, ça va être à tous les niveaux. Ça va être de l'extraction jusqu'à l'utilisation et enfin donc la partie la mise en déchetterie et en décharge. Et donc cette décharge-là, désolé, j'ai eu un pop-up. Qui est représentative, mais il y a un autre chiffre qui est extrêmement représentatif, qui est celui du Circular Gap Report, et je laisse Alexandre le présenter. Exactement, et c'est peut-être un des rares chiffres avec lequel on risque potentiellement de vous assommer, mais c'est plus pour donner une idée des échelles de grandeur auxquelles on a affaire. Alors aujourd'hui, à l'échelle mondiale, on sait que parmi toutes les matières que nous consommons, pour fabriquer nos vêtements, nos bâtiments, mais aussi pour produire notre nourriture. Aujourd'hui, on sait que toutes ces matières-là, seuls 8,6%, donc presque 9%, arrondissons, 9% sont issus de matières premières secondaires, donc de matières recyclées. Donc ça, c'est un premier élément. Ce qui est intéressant par la suite, c'est de se rendre compte que le Circular Gap Report nous dit que si on arrive à doubler ce taux de circularité, donc si on arrive à passer quasiment 18 à 19%, ben en fait, on se remet quasiment dans les cordes des accords de Paris, de la COP21, qui permettrait de limiter donc l'augmentation des températures à 1,5 degré, tout simplement parce que voilà, en utilisant de la matière recyclée, on sait que l'on consomme moins d'énergie, on pollue aussi beaucoup moins via l'extraction, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire pour, en fait, c'est un levier assez important pour réduire nos émissions de CO2. Après l'énergie, bien évidemment, on voit que la matière aussi est un enjeu clé. La question maintenant qui se pose, c'est comment est-ce qu'on arrive à doubler et pourquoi est-ce que les choses se font lentement? Alors, je précise quand même que même si ce chiffre est donné à l'échelle internationale, et même si, bien évidemment, en Europe, on est un peu plus avancé, malgré tout, en Europe, le potentiel reste assez grand. Et il faut savoir que dans plusieurs pays d'Europe, et je pense que c'est un peu ce que je voulais dire aussi, un peu notre ADN, on peut être amené à se cacher derrière le fait que, par exemple en France, on sait que quand on incinère avec valorisation énergétique, on considère que c'est du gain, que ça ne rentre pas comme un produit qui est envoyé en déchetterie ou incinération pure. Nous, on considère que cette matière-là qui est incinérée,
même s'il génère de l'énergie, disparaît quand même du circuit et n'est plus, on ne peut plus compter sur elle. Donc c'est aussi un peu notre travail chez Circle d'aller chercher, d'aller tirer toutes ces matières-là qui sont envoyées à l'incinération, qui sont envoyées à l'enfouissement, et de leur permettre d'avoir une seconde vie pour à terme donc doubler ce taux de circularité. Et on le fait donc de ce côté-là, mais on le fait aussi en facilitant l'accès aux matières recyclées, ce qui est aussi un enjeu. Mais je laisserai Charles-Xavier vous en dire plus, en tout cas sur on va dire les freins, les différents freins qui ont été identifiés et sur lesquels on essaye aussi d'agir. Effectivement, cet indicateur-là est un de nos objectifs qu'on se répète souvent en réunion, en tout cas dans notre entreprise. Et heureusement, on n'est pas les seuls sur le sujet, et heureusement, nous ne sommes pas les seuls à travailler sur cette question-là pour évoluer, bien sûr, ce pourcentage. Et du coup, en fait, pour un peu remettre en contexte, je vais recliquer là. J'aime bien partager cette source qui est de Cresting Project, très intéressante, qui a en fait énuméré tous les concepts d'économie circulaire, et plus exactement tous les concepts reliés à ce qui a rendu ce qui a donné la définition qu'on a aujourd'hui. Donc désolé pour cette slide qui est pas forcément très lisible, je ne vais pas vous la demander en fait de la lire, mais en tout cas je vous invite vraiment à aller sur cette timeline qui est dynamique et qui explique toutes les énumérations sur leur site. Mais ici, en fait, elle représente en tout cas à minima 3 mouvements. Un premier mouvement qui était sur le préambule. D'ailleurs, si on retourne en Inde, on voit que le préambule, depuis les années 45, c'était une politique de Gandhi sur l'économie, une vision des boucles qui allaient éviter d'impacter sur le capital naturel. Et donc ça, c'était au niveau du préambule, c'était l'idéologie en fait qu'on avait de l'économie circulaire d'aujourd'hui. Une deuxième période était plus sur l'excitation, comme il est expliqué ici, sur le moment où on va commencer à réfléchir, ok, comment on peut mettre en place des stratégies de connexion des entrants et sortants de matières. C'est là où on a commencé à avoir, dès les années début 80 jusqu'à 2010, c'est un peu tard, mais au tout début, on commençait à avoir des premiers projets de sableuses industrielles, Kalundborg pour ne pas le citer, ou d'autres écoparcs qui commençaient à apparaître. Donc ça, jusqu'en 2010, il y a vraiment eu une mise en place, entre autres, du concept. Et depuis 2010, on est passé dans une autre période, d'après l'article de Cresting, c'est la validation. On est passé en fait du concept à vraiment comment mettre en place en fait notre économie pour qu'elle soit circulaire, l'intégrer à notre système. Et ici, en fait, ce que vous voyez, c'est les 70 concepts qui ont été énumérés pour en arriver à cette question-là aujourd'hui. Donc là, après, la question qui nous venait à l'esprit et à vous présenter, c'est la question de est-ce que du coup l'Europe est un terreau fertile pour l'économie circulaire? Donc ça, c'est une question qui s'était déjà posée en projet européen sur les recommandations politiques, sur ok, est-ce que c'est par exemple la bonne politique à suivre pour améliorer notre économie. Et il a été décidé que oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a en cascade des lois d'économie circulaire qui sont apparues en France et dans différents pays en Europe. Et l'un des éléments qui était déterminant, c'était notamment la densité. On a un cœur en fait industriel en Europe qui est assez conséquent, qui se voit avec différents chiffres, notamment sur la part de la valeur ajoutée, les PIB qui sont reliés à l'industrie. On va avoir jusqu'au maximum du 46,7% en fait de la part de la valeur ajoutée dans certains pays qui va être liée à l'industrie et qui va donc être déterminant. Donc dans certaines régions, comme on peut le voir dans la carte de gauche. Et à droite, c'est plus la part d'emploi. Donc jusqu'à 40% dans certaines régions, on va voir que l'emploi est lié à l'industrie. Et donc ça, ce sont des éléments qui font que ça fait prendre la décision de s'orienter vers l'économie circulaire. Chose qui est plus difficile dans d'autres pays, comme on pourrait le voir par exemple aux États-Unis, où là, il va y avoir des distances plus grandes à parcourir sur le territoire, et donc distance implique directement une perte de la valeur de la matière, car il est cher de la déplacer, etc. Donc là, on va avoir une perte d'une valeur au fur et à mesure des kilomètres qu'on transporte la matière. Donc ici, l'Europe, c'était donc décidé comme être un terreau fertile, comme je l'ai déjà dit, un fort potentiel pour l'économie circulaire.
La question est, du coup, comment on peut la mettre en place? Et ça, en fait, je vais me baser ici sur l'étude qui a été menée par le projet européen NextGen, qui s'est posé la question avec ses partenaires, dont un important qui était Aquaminerals, qui a partagé en fait ses connaissances depuis les années 80, où il travaillait en fait ni plus ni moins sur des chaînes de valeur nouvelles. Et on s'est basé sur déjà un bon échantillonnage de 92 projets différents, 92 projets qui avaient réussi enfin 92 projets dont une part qui a réussi et d'autres qui n'ont pas réussi. La première part, où on avait donc 56 chaînes de valeur qui étaient mises en place et qui aujourd'hui fonctionnent encore, après plusieurs années, elles avaient différents points communs et donc qui représentent les facteurs de réussite pour nous en fait de l'économie circulaire ou en tout cas d'un projet d'économie circulaire. Premier, c'était la maturité de la chaîne de valeur. Donc, c'est-à-dire que la matière on a une connaissance de la matière suffisante sur une chaîne de valeur en particulier, c'est-à-dire qu'on fasse par exemple le lien entre deux industries qui sont différentes, qui à la base ne se connaissent pas, et de mettre en place cette chaîne de valeur là et qui a déjà eu en fait plusieurs fois des tests, des retours d'expérience qui permettent en fait d'avoir la maturité et la mise en place. Et il se trouve que sur ces 56 projets, plus de 85% avaient ce point commun-là, c'est-à-dire une maturité sur la chaîne de valeur. Deux, c'était donc le projet qui était en grande partie géré par un tiers parti, une entreprise soit qui connaît en particulier la matière, soit qui apporte un apport qui apporte, on va dire, une valeur ajoutée sur le transport, la collecte, ou sinon une connaissance en fait d'un exutoire intéressant. Donc ça, c'était le deuxième point. Et le troisième point, où on est toujours au-dessus des 70% des 56 projets qui avaient ce point commun-là. Un des acteurs qui était impliqué dans le projet avait plus de 50 personnes en fait en effectif d'employés. Donc en effectif qui dépassait 50 personnes. Et ça, du coup, ça influait sur le temps qui était dédié sur la mise en place de la chaîne de valeur. Chose qui est importante parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est nouveau, qui prend du temps. Et du coup, en fait, le fait qu'il y ait une des entreprises qui pouvait y dédier des personnes, ça a du coup aidé et facilité aussi le projet. Donc c'était un facteur temps, mais qui a aussi d'autres facteurs dont on va parler juste après, sur les facteurs justement d'échec. Parce que sur les 92, donc il y en avait 36 qui étaient classés sans suite. Classés sans suite pour différentes raisons. Et les points communs étaient notamment que l'acheteur de la matière, donc l'exutoire qui était ciblé, préférait une matière première traditionnelle à la matière secondaire, pour différentes raisons, qui pouvaient être des raisons logistiques, car la collecte est plus ou moins difficile, la stabilité, que ce soit au niveau du prix, au niveau des gisements, au niveau de l'approvisionnement, qui pouvait impacter son activité. Ou sinon, en fait, son activité n'était pas forcément prête dans les médias à se mettre en place. Exemple en passant, même si on va avoir des cas concrets juste après, c'est que par exemple, si on est dans l'industrie du verre et qu'on souhaite avoir des verres transparents, on ne peut pas accepter des matières qui vont avoir un petit peu de fer, etc., et qui vont du coup colorer finalement le verre, et donc la bouteille qui à la base translucide deviendrait donc une bouteille verte comme on pourra avoir dans l'industrie du vin. Donc voilà, un cas par exemple concret sur ce premier facteur. Le deuxième facteur, c'est les volumes qui n'étaient pas suffisants. C'est un gros sujet d'ailleurs dans l'économie circulaire, c'est la massification, le fait de pouvoir collecter, d'avoir une économie d'échelle qui se met en place. Mais ça, c'est de manière générale un enjeu de la supply chain et de la logistique. Et trois, c'était un manque de financement ou de connaissances, je ne l'ai pas écrit ici, mais de connaissances finalement économiques sur la matière. Est-ce que ça va être viable économiquement, cette chaîne de valeur-là? Et on revient un peu sur la notion d'immaturité finalement et de la méconnaissance sur la chaîne de valeur. Donc, en reprenant ces facteurs-là, on va maintenant aujourd'hui suivre un petit fil rouge sur différents cas concrets pour les réutiliser sur justement un premier cas qui va être le déchet de l'usinage qu'on va étudier dans le détail. Ensuite, parler des différentes connaissances qui sont utiles pour justement lever ces verrous et terminer avec d'autres exemples de projets qui permettront certainement de créer des questions de votre part et d'animer des premières discussions ici. Donc,
on va parler d'un des cas que nous avons eu chez Circle, qui était de gérer des chutes d'aluminium, donc usinage provenant de l'automobile, avec plus de 800 tonnes qui étaient produits chaque année. Donc, c'était non négligeable comme quantité, donc un premier facteur qui était déjà d'échec et qui était levé, donc assez intéressant. Mais la problématique, c'était qu'on avait des chutes qui rendait la logistique compliquée, car on peut avoir, ça peut être dangereux, ça peut être coupant, c'est difficile à stocker. On avait des déversements d'huile venant en fait en soi du process de lubrification. Donc on avait des déversements d'huile qui s'occasionnaient et du coup on avait une matière qui avait on avait 86% d'aluminium et 14% qui étaient finalement des huiles et des impuretés de fer, etc. Et le dernier point, c'est que tout ça, ça rend la matière, enfin, ce déchet-là dangereux. Donc nous avons eu une première réflexion et les recommandations que nous avons portées ont amené à la décision de les compresser. Donc ce qui permet ici de créer des genres de lingots cylindriques qui rendaient la logistique plus facile à manier, plus coupant, etc. L'huile était dissociée par compression. On avait beaucoup moins d'huile au sein de notre matière. On n'avait aucun déversement lors des stockages, ce qui était très intéressant, et qui permettait du coup de le sortir de son statut de déchet. Il était considéré du coup comme un sous-produit. On avait rempli entre autres les conditions pour rendre ça possible. Ici, la seule limite à cette recommandation-là, c'était que l'impureté que nous avions dans notre matière était rendue inaccessible. Car si nous avions des impuretés de fer, ici en les compressant et en les mêlant donc d'une certaine manière avec l'aluminium, on les rendait indisponibles. Néanmoins, en fait, c'est là où on a fait une étude de spécification en connaissant, d'ailleurs dès en amont, l'acteur final, on a pu vérifier les spécifications techniques et la correspondance avec l'acteur receveur. Et ça, d'ailleurs, c'est le dernier point, c'est trouver l'acteur qui le reçoit sur le territoire. Donc, une question de savoir où ça va, c'est une chose, de savoir si elle est à côté pour démarrer la création de cette chaîne de valeur, c'en est une autre. Et là, en fait, nous avions du coup contacté et nous avions retrouvé 5 hauts fourneaux qui sont intéressés par la matière en question pour pouvoir justement la réutiliser en l'état. Enfin, en l'état, dans cet état-là du milieu. Donc ici, en fait, on a eu plusieurs volets. On a eu un volet réglementaire de réflexion, on a eu un volet technique, forcément, un volet économique pour voir si cette chaîne de valeur-là était intéressante pour tout le monde. Et surtout, en fait, il y a quelque chose qui est lié de manière générale, qu'on pourrait associer à du bon sens de l'économie circulaire, c'est la connaissance finalement de la matière et de où elle peut aller, donc l'application de la matière. Et ça, c'est une chose à savoir dès le début de la création du projet, sur bien sûr la mise en place de cette chaîne de valeur-là. Et en plus de ça, comme on l'a dit juste avant, la recherche d'acteurs. Et c'est pour ça qu'en fait, nous, on avait un point qui était important sur un des facteurs que nous avons voulu résoudre, c'était cette recherche d'acteurs. C'est pour ça que nous avons mis à disposition d'ailleurs l'outil de la marketplace qui permet en fait, comme toute bourse aux déchets, de retrouver en fait des entreprises et de savoir à mettre en lien différentes entreprises. Et là, on lève un des verrous qui était important, celui du volume. Le volume, en fait, ça revient aussi à dire on doit gérer une collecte massifiée. Et ça fait qu'il faut lever un voile de l'opacité qui est lié de manière générale aux déchets. C'est un enjeu. C'est un enjeu de savoir sur le territoire où sont les matières et quelles sont les quantités. Et ça, en fait, l'outil de la marketplace est important pour ça, parce qu'au moins, on a une vision dynamique et communautaire donc de l'enjeu et on va dire la question de la mise en place de l'économie circulaire. Ici, avec la plateforme que nous avons mis en place, on a 16 738 entreprises, ce qui est déjà intéressant pour justement avoir un tissu industriel. 4000 offres qui sont mises et donc publiées sur les 6 derniers mois notamment, pour justement commencer à mettre en place les différentes chaînes de valeur. Et nous avons modestement calculé avec une ACV simplifiée,
plus de 200 000 tonnes de CO2 qui sont évitées grâce à ces différentes annonces. Donc, à la mise en relation et la connexion. Ces points-là, bien sûr, si vous avez des questions plus précises, l'ACV, elle est basée sur la matière et l'exécutoire qui était prévu à la base pour cette matière-là, sous un formulaire qui est partagé donc auprès des utilisateurs. Et ça, c'est pour toutes les matières. Donc ça a été présenté pour toutes les matières pour essayer d'avoir justement ouvrir le verrou de la question sur les chaînes de valeur. Le premier facteur important, c'est de savoir la maturité et d'avoir une certaine maturité sur les chaînes de valeur qui se mettent en place. Pour en parler d'ailleurs, c'est un point qui est important, c'est que l'outil, bien sûr, ne facilite pas tout. Elle facilite bien sûr l'acteur, mais elle peut, la recherche d'acteurs, pardon, mais elle permet aussi quand même d'autres points. Étudier en fait un écosystème qui évolue est intéressant. C'est avoir du coup différents gisements qui apparaissent, différents repreneurs qui reprennent du coup les matières, et on voit des connexions qui se mettent en place. Ce que d'ailleurs est proposé à un algorithme de correspondance de propositions naturelles, comme vous pourrez retrouver d'ailleurs sur le Bon Coin si vous êtes intéressé par cet objet-là, achetez celui-ci, voyez, etc. Et ça, c'est intéressant justement pour lister les bonnes pratiques. Et d'un autre côté aussi pour commencer à étudier des nouvelles chaînes de valeur. Ce que nous faisons en fait au sein de Circle, c'est justement d'utiliser ces informations-là qui sont d'ailleurs mises à disposition à tout acteur qui recherche différentes matières. Et ça, en fait, ça donne une maturité sur les chaînes de valeur qui est un facteur important. Autre point, ce qui n'est pas des moindres, on voulait aussi vous présenter, c'est la valeur, entre autres, de la matière qui est importante. D'ailleurs, on revient toujours sur les facteurs de réussite, les facteurs d'échec, qui était la connaissance en soi, donc de la valeur économique. En soi, aujourd'hui, nous avons une connaissance économique de la matière première. Nous avons des cours là-dessus. Par contre, c'était moins le cas de la matière secondaire. Point qui est intéressant justement de voir en fait sur ces échanges avec la marketplace, car en fait on va avoir une moyenne des échanges qui se font en fait sur la marketplace selon les régions, et de voir donc le prix moyen d'un matériau qui est réutilisé, parce qu'en fait on se doute qu'il va y avoir une différence entre la matière première et la matière secondaire, et d'avoir une moyenne sur les matières secondaires, quelles que soient les différences de qualité, est très intéressant pour savoir jauger finalement les différents enjeux et la mise en place des chaînes de valeur. Chose, encore une fois, qui est disponible sur notre site internet, que nous mettons en tout cas en avant. Donc ces différents points nous aident. On va voir donc les différentes connaissances qui sont générées à la fois par la marketplace et la recherche d'acteurs, même entre les entreprises, etc. Et aussi notre connaissance sur les facteurs qui permettent de résoudre différents projets. Pour mettre d'autres exemples, pour alimenter encore une fois les discussions, et n'hésitez pas à revenir vers nous pour discuter plus en détail sur ces retours d'expérience, ces résultats de différents projets. Nous avons eu du coup des projets notamment sur les cigarettes, où là en fait on avait eu 2 cas, qui étaient sur la réutilisation des filtres de post-production, qui a été et on avait choisi du coup de les réutiliser dans l'isolant thermique dans le bâtiment, avec un partenaire dans la production de matériaux de construction. Un autre cas, mais qui est relié toujours à ce même projet, c'est les déchets de post-consommation, donc les mégots. Donc là, on va voir qu'il est important de s'entourer des bonnes personnes. C'est pour ça, là, on revient à un facteur d'avoir un tiers parti qui connaît la matière, et d'avoir justement, pour ce cas-là, nous avions comme partenariat une startup qui gérait justement les mégots de cigarettes, et que nous avons du coup accompagné pour mettre en place la chaîne de valeur. Même cas d'ailleurs pour la réutilisation du textile, on a eu un cas assez similaire, même si on a eu donc des cas de réutilisation donc de textiles un petit peu transformés. Nous avons eu aussi un cas où c'était des uniformes provenant d'un organisme qui voulait s'en débarrasser, et qui a été réutilisé dans une start-up qui donc du coup voulait en faire des sacoches, des bananes, pour avoir un nouveau produit basé sur des matières à recycler d'un certain point de vue. Donc la connaissance de la valeur des matières, la connaissance
des différentes chaînes de valeur permettent aussi de mettre en place des audits de prédémolition qui sont très importants justement pour essayer de rendre les déconstructions les plus circulaires possibles. Point, bien sûr, qui est en fort développement avec en plus les nouvelles filières REP. Et d'un autre côté, il faut savoir, enfin, et je pense que certaines personnes le savent ici, c'est qu'on entend parler de plus de 80% des déchets qui proviennent du bâtiment. Et ça, c'est donc du coup une source d'opportunité, une source en tout cas un fort potentiel pour créer des nouvelles mines de matières intéressantes. Autre point, c'est si on rebondit encore sur ces connaissances, la question est de voir en amont comment gérer donc les matières. Autre que la prédémolition, il va y avoir aussi le cas de comment gérer ces packaging de manière à pouvoir les revendre et éviter du coup des valorisations qui peuvent être plus ou moins écologiques. Donc de voir dès maintenant en fait qu'est-ce qu'il faut faire au niveau sur site pour pouvoir faire la meilleure valorisation, qu'elle soit économique ou écologique. Et dernier point, un autre projet qui était plus sur les sables de fonderie, où là c'était la question d'acteurs qui était extrêmement importante. Car en fait, les fonderies vont avoir des sables qui vont être de différentes qualités et pas forcément d'une grande quantité selon les procédés. Et c'est souvent ça la problématique, c'est de devoir gérer des petites quantités qui sont pas forcément faciles et pas forcément faciles à retraiter. Et ça a été intéressant de voir que sur un même territoire, nous avions constaté plusieurs fonderies qui postaient leurs sables de fonderie et qui a généré du coup un projet commun sur cette question-là. De les mélanger par exemple ensemble pour en refaire un produit qui serait plus stable potentiellement, de voir pour la mélanger avec une autre matière, un sable qui serait par exemple vierge pour pouvoir réutiliser dans le remblaiement, ou sinon de réfléchir à mettre en place une collecte pour massifier un potentiel nettoyage de ce sable-là, qui crée du coup un projet commun très intéressant sur le sujet. Mais bon, voilà, du coup, ça a été d'abord, ça a été le résultat comme on l'a ici présenté, c'est que sur plus de 5 analyses, on voit qu'on peut réussir à avoir donc une évolution économique, plus de 3,8 millions d'euros, par exemple, sur plus de 5 analyses sur les marchés de construction ont été générées ou évitées pour justement pour la mise en place de l'économie circulaire. Et aussi, ça a été l'impact, nous avons évité 17 833 tonnes de CO2 grâce à ces différentes chaînes de valeur qui sont mises en place. Donc, si vous avez envie de discuter plus en détail sur certains sujets dès maintenant, c'est possible. Et si vous, bien sûr, nous restons à votre disposition pour en parler. Nous sommes bien sûr bienvenus. Enfin, vous êtes bien sûr bienvenus, pardon. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour votre attention. Eh bien, merci, Charles Xavier. Alors, on va tout de suite commencer par quelques questions. Alors, une question notamment sur les transferts transfrontaliers. Vous êtes une entreprise européenne. À quel point pouvez-vous faciliter les transports entre plusieurs pays? Les frontières peuvent-elles poser problème en termes de législation, de logistique, de coûts ou d'administration? Oui, tout à fait. À chaque fois, c'est une problématique. En fonction des matières, c'est un sujet. Nous, ce que nous proposons dans ces cas-là, c'est comme en fait, on va avoir des équipes dans chaque pays, on va étudier la réglementation d'une part européenne et aussi la réglementation de chaque pays sur ces questions-là. Donc nous, et bien sûr des pays qui sont aussi traversés en fonction de si c'est transfrontalier ou si c'est sur plusieurs pays en question. Donc là, on propose effectivement un accompagnement en particulier sur ces questions-là pour justement mettre en place des chaînes de valeur qui pourraient être notamment sur le Grand Est, qui partiraient en Allemagne, etc. Donc pour répondre succinctement à votre question dans l'immédiat, ce sera ma réponse. Si on a une matière en particulier, on pourra bien sûr en discuter. Alors, autre question un petit peu juridique, législative. Avons-nous des compétences en interne en termes juridiques? Avons-nous un partenariat avec un cabinet de droit de l'environnement? La réponse, je peux laisser peut-être Alexandre répondre là-dessus, Oui. qui est plus sur les questions de partenariat. Oui, très bien. Dans certains pays, nous avons la compétence en interne.
Dans d'autres, on tisse en effet des partenariats avec des cabinets spécialisés dans chacun des pays. Ce qui me permet de préciser que donc en France, on a ouvert donc cette antenne en début d'année. Ce qui fait qu'on est encore en train d'établir à la fois le réseau, les différents partenaires clés. On est en train de finaliser justement notre recherche de partenaires sur le sujet, parce qu'on n'a pas forcément la compétence en interne. Ce qui me permet de préciser quelque chose, parce que ça met en lumière autre chose. Alors oui, on est une entreprise, on est une start-up, on est tout ce que vous voulez. C'est vrai que l'objectif est aussi nous, à minima, de sécuriser des revenus. Mais je pense que ce qui anime toutes les personnes qui travaillent chez Circle aujourd'hui, c'est aussi d'accélérer la transition. Cette accélération, elle ne passera pas sans collaboration. Elle passe pas sans collaboration, que ce soit des compétences, que ce soit aussi d'autres marketplaces qui sont peut-être plus spécialisés sur certaines choses, etc. Parce que voilà, ce modèle économique est en train de se développer en ce moment en Europe. Et ce que je veux dire par là, c'est que on a besoin de travailler ensemble, que ce soit avec l'académie, que ce soit avec d'autres professionnels, voire même avec des concurrents de Circle. Et c'est ce que l'on fait déjà au maximum. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour des collaborations. Si ça peut nous permettre d'avancer plus vite sur cette transition économique, on sera absolument ravis. Alors, il y a une dernière question sur la valeur ajoutée en termes de consulting. Qu'est-ce qu'on a de particulier par rapport à une autre entreprise de consulting? Comment peut-on... Vas-y, je te laisse parler, Charles. Oui, là-dessus, en fait, c'est effectivement une connaissance en fait du tissu économique européen permet en fait d'avoir aussi une connaissance de plusieurs chaînes de valeur, comme désolé si j'ai certaines répétitions de certains termes, mais en l'occurrence, c'est d'avoir la liste des bonnes pratiques qui est extrêmement importante, d'avoir cette liste aussi des retours d'expérience qui est vraiment importante pour mettre en place les différentes manières de soulever les différents verrous liés du coup à la chaîne de valeur en question. Ça, c'est quelque chose du coup que nous avons en interne et que nous étudions au quotidien grâce à la marketplace qui, quand il y a une connexion qui se fait, on se dit, bon, ben, c'est deux secteurs qui se parlent, mais pourquoi? Et ça, c'est un point important qu'on voit apparaître de notre côté. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que en fonction des pays, on va pas avoir les mêmes approches. J'avais travaillé sur plusieurs cas, par exemple aux Pays-Bas et aussi en Suisse, où on va pas avoir les mêmes approches qui sont extrêmement intéressantes parce qu'on va être plus ou moins mature sur certains sujets. Et là, en l'occurrence, on avait appris des pays extérieurs et implémenté des nouvelles chaînes de valeur en France. Alors que c'était quelque chose qui était usuel dans d'autres pays, qui sont devenus vraiment qui étaient très innovantes, en tout cas en France. Donc ça, c'est par exemple un deuxième point qui était important. Et trois, bah, on a plusieurs expertises différentes. Mon expertise personnelle, c'est d'être ingénieur matériaux et ingénieur supply chain. On va avoir aussi des experts, donc comme on disait, juridiques qui vont apporter leurs éléments, des plasturgistes, et d'autres disciplines que nous avons en fait au sein des 65, donc une quarantaine de consultants dans l'entreprise. Donc ça va être effectivement nos valeurs ajoutées et aujourd'hui on peut compter jusqu'à une centaine de projets que nous avons réalisés en fait partout en Europe sur ces différents sujets, à différents niveaux bien sûr de détails, mais en tout cas nous avons réalisé sur ces dernières années. Et j'espère que ça répond à votre question. Je peux rajouter. J'espère aussi. Oui. Alors, vous avez évoqué des données sur les prix prix des matières secondaires. Est-ce que ces données sont facilement accessibles sur la marketplace ou sont-elles payantes? En ce moment, elles sont accessibles sur le site. Nous avons en fait sur le site, vous allez sur l'accueil, vous allez voir apparaître des prix qu'on fait apparaître au fur et à mesure. On va proposer en fait, au fur et à mesure que le développement de la marketplace se fera, on réfléchira à mettre à disposition ces valeurs-là, car c'est un sujet extrêmement important pour justement des questions aussi de décision politique et qui aideront justement à la mise en place de l'économie circulaire. Donc ça, ce que vous pouvez déjà voir, ce que nous proposons sur l'accueil.
Alors, je serais en tout cas rappelle, curieux de savoir, en tout cas, enfin, d'où vient cette question-là. En tout cas, ce serait très intéressant d'échanger. c'est noté. J'ai le nom de la personne pour contacter cette personne. Je rappelle juste notre site internet. En fait, la bourse des prix est disponible sur la page d'accueil, sur la première page de notre site. Il suffit de scroller une petite fois, et puis vous verrez justement cette bourse qui est active et qui est mise à jour régulièrement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir, je vais pouvoir vous laisser. Je vais pouvoir aussi vous remercier de nous avoir écoutés, d'avoir participé à ce webinaire. Nous en aurons des prochains, sûrement. Je vous remercie encore une fois et merci Charles Xavier et Alexandre pour cette présentation. Merci Julie d'avoir modéré tout ça et merci à tous pour votre attention. Excellente journée à tout le monde. Merci. Bonne journée. Au revoir. Très bientôt, au revoir.